Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Brunon et je vais vous présenter aujourd'hui mon mémoire sur la prise de vue sous-marine au cinéma. Alors, je suis passionné par les sons sous-marins depuis l'enfance. En tant que plongeur, je suis fasciné par les couleurs très particulières de ce milieu, notamment le rouge et le vert, qui sont absorbés dès les premiers mètres et qui donnent comme ça un aspect très aquatique, très intéressant. J'adore passer du temps dans les fonds marins qui semblent survenir d'une autre planète et qu'il faut parfois révéler à l'aide d'une lampe torche. Ainsi, comment retranscrire cet émerveillement au cinéma, qui est une surface plane? Les dispositifs de prise de vue ont énormément progressé ces 50 dernières années, mais ils se heurtent au fait que la perception d'une caméra est radicalement différente de celle de l'œil humain. Et c'est difficile de ressentir au cinéma ce que l'on peut vivre soi-même sous l'eau. Je me suis donc demandé quelles sont les solutions techniques et esthétiques qui sont à disposition des réalisateurs et des directeurs de la photographie pour permettre l'immersion du spectateur dans les mondes aquatiques. Alors, quelqu'un qui s'est beaucoup posé cette question de l'immersion du spectateur, c'est Power Hatchell, que j'ai pu rencontrer lors de ma mobilité en Australie, à l'AFTRS, l'Australian Film and Television Radio School, et qui m'a dit qu'un bon point de départ, en tout cas pour mon mémoire, ce serait de s'intéresser à la partie optique, qui est parfois quelque chose qui peut faire défaut dans une prise de vue sous-marine. Et il m'a dit notamment que l'une des contraintes, c'était que pour pouvoir filmer sous l'eau, on utilise un caisson et une partie, un dôme en fait de verre qui va agir comme une lentille divergente et qui va permettre en fait, de compenser l'indice de réfraction de l'eau. Et cette partie dôme, par exemple, pour la 3D, pour lui qui souhaite faire des films en IMAX et en 3D, c'était un problème parce que ça rajoute beaucoup de points en fait sur une caméra 3D. Et donc, il avait créé donc le système DeepX, qui est une caméra, enfin qui est un rig 3D qui utilise des optiques immergeables dans l'eau directement, ce qui permet de vachement réduire le poids d'une caméra 3D dans l'eau. Ça évite qu'on utilise notamment une grue pour pouvoir la transporter à des opérateurs sous-marins. Et en fait, comme dans l'eau, on a des problèmes quand on utilise enfin, une bouteille de plongée, on a des problèmes de saturation en azote. Le fait de ne pas avoir à faire beaucoup de mouvements et d'avoir une caméra légère, c'est un énorme avantage. Donc, en fait, au fur et à mesure, on commence à inventer des dispositifs de plus en plus petits et enfin compacts en tout cas. Voilà, donc en fait, comment il a fait ça? Il a utilisé donc le Nikon Nikonos, qui est une optique, donc un 15 mm, mais qui a été calculé directement à l'aide de l'indice de réfraction de l'eau, ce qui en fait une optique qui est myope à l'air libre. Il a fait de nombreux tests du coup de fonctions de transfert de modulation, qui sont des tests qui permettent de voir le pouvoir de résolution d'une optique et de comparer ainsi les Nikonos avec une des optiques cinéma derrière des dômes. Et il avait constaté qu'en fait, il avait une meilleure qualité d'image. Moi, j'ai décidé d'en parler aussi avec des opérateurs français et tout, et il y avait beaucoup de personnes qui doutaient de cette technique. Et donc, l'idée du mémoire, c'était en fait de refaire ces tests à grandeur, en grandeur nature avec plein d'optiques pour voir en fait effectivement quelles sont les meilleures solutions. En tout cas, faire un panel en fait de ce qu'on est capable de faire en termes d'optique et de pouvoir de résolution aujourd'hui en prise de vue sous-marine. Donc voici juste voilà les outils qu'on a testés. Donc le Nikonos, le 1635 de Sony et des wet lens aussi. Voilà un 20 mm Sigma de l'école. Et donc, on a fait voilà, des tests. Donc, cette fois-ci, on a décidé, parce que en optique, ça change quand même pas mal qu'on soit c'est pas la même chose, en fait, d'être à 30 cm d'une optique ou à 2 mètres. Et on a essayé de se reproduire dans des conditions un peu similaires à ce qu'on pourrait retrouver dans un tournage de prise de vue sous-marine. Donc, la mire est à une distance où on pourrait placer le comédien. Et on a analysé avec cette mire un logiciel qui s'appelle DxO. On a pu, du coup, trouver la FTM des optiques. Donc voici par exemple un caisson, donc les différents matériels, hein. Donc le caisson Subspace avec un dôme en verre BK7 le Nikonos en haut sur un caisson de Sony Alpha 1 et des wet lens. La OneSense étant une manière aussi de pouvoir augmenter, enfin réduire en fait la focale d'une optique pour avoir un grand angle sous l'eau. C'est aussi quelque chose, les wetlands commencent, notamment avec le travail de Nauticam, à bien progresser ces dernières années.
Donc voilà, c'était vraiment 3 systèmes différents en fait pour pouvoir faire la même image. Et donc là, vous voyez, ça c'est l'image du Nikonos. Et donc quand il est ouvert à pleine ouverture, on voit que c'est un peu flou sur les côtés, il y a du vignettage. Et par contre, voilà, on voit que quand on le ferme à 4,5, on a vraiment les bords qui redeviennent nets et on a vraiment une image qui est presque parfaite. En comparaison, voici ce que ça donne avec une optique cinéma, enfin un 16-35 sous un dôme. Et là, on voit que les bords sont un peu plus flous à une ouverture équivalente. Voilà, donc et pareil, du coup, donc le logiciel DxO nous donne les FTM et on peut constater que la FTM est moins importante. En tout cas, il y a un moins bon pouvoir de résolution sur les coins de l'image entre le 1635 derrière un dôme et le Nikonos. Donc ensuite, le deuxième gros test et le deuxième gros chantier de mon mémoire, ça a été les essais en décor naturel. Voir déjà le Nikonos en action dans un décor naturel. Est-ce que vraiment sur une image sous-marine classique, on voit des différences? Et ensuite, travailler notamment avec mon directeur du mémoire, Jacques Ballard, sur l'absorption des couleurs par l'eau, puisque ça aussi, c'est un énorme questionnement. En fait, l'œil humain ne perçoit pas du tout les couleurs de la même manière qu'une caméra, puisque en fait notre cerveau va compenser le manque de couleurs, c'est-à-dire c'est que ce rouge et ce vert qui disparaissent dès les premiers mètres, notre cerveau va essayer de compenser. Et donc en fait c'est pour ça que moi en tant que plongeur j'avais un ressenti qui était très différent de ce que je voyais dans une salle de cinéma. C'est parce que dans la salle de cinéma le cerveau ne sait pas forcément qu'il est dans l'eau et il y a pas la même sensation colorée, en tout cas quand on va. Donc il y a un vrai choix, en fait il y a des vrais choix à faire en étalonnage, de savoir est-ce qu'on va essayer de rattraper en fait ce manque de couleur ou est-ce qu'au contraire on va garder cette esthétique un peu particulière avec ce canal bleu enfin ce canal rouge pardon et vert manquant. Donc voilà le dispositif. Donc déjà pour l'optique, les tests optiques sous-marins, donc le caisson du GH5 avec un dôme, qui était ma caméra personnelle, et au-dessus donc le Nikonos avec l'optique 15 mm. Voilà, donc ça c'est moi sous l'eau en train de prendre les photos. Du coup, je déclenchais manuellement avec les deux doigts sur les deux déclencheurs en même temps pour essayer d'avoir la même image le plus que possible. Donc ça, on a voilà le rendu du coup du GH5. Ça se voit pas très bien sur cet écran, mais en fait, on constate que les bords sont flous, même si il y a quand même le Nikonos, c'est un appareil photo argentique. Et là, on est en numérique, donc on a beaucoup plus de possibilités d'étalonnage. Mais pour la partie optique, on voit quand même que sur les bords, c'est assez flou. Et par contre, quand on passe sur le Nikonos, tout de suite, on voit que c'est beaucoup plus net. Donc pareil, voilà ici donc un deuxième exemple. On voit déjà, bon, il y a des changements de format, hein, on passe du micro 4 tiers au plein format, mais ce qui est intéressant, c'est que même si on a un capteur qui est plus grand, on a moins de flou, en tout cas à ouverture équivalente. Voilà, pareil, des tests sous l'eau. Donc là, c'est des tests argentiques, j'en ai profité pour voir comment un soleil pris. Là, c'est une prise de vue à 15 mètres de fond, et pour voir les hautes lumières, en tout cas le haut de la courbe, comment on arrivait à travailler les deux images argentiques et numériques. Et donc, on voit que sur l'argentique, ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut voir à l'œil, même si au numérique, ce soleil et ses rayons lumineux, ça a quand même un certain cachet. Voilà, donc enfin, les tests d'absorption. Donc il y a eu un gros travail une fois le tournage terminé pour du coup voir si on était capable de récupérer du signal le plus possible d'informations sur les canaux colorés manquants. Donc ça, c'est la prise de vue telle quelle. J'ai utilisé un Color Management ACES et on peut voir qu'en fait, par défaut, l'ACES va complètement le canal rouge va complètement disparaître. Mais le canal rouge est encore présent. Il y a encore de l'information dans le rouge, c'est juste qu'elle n'est pas affichée par les outils d'étalonnage. Et donc avec Jacques Ballard, il m'a montré comment on pouvait en fait réétalonner une image pour faire revenir le canal rouge et refaire venir les informations colorées. Et vous pouvez voir que
sur les documents, en tout cas sur Internet, quand on se renseigne, on nous dit que le rouge disparaît dès 7 mètres et qu'à partir de 7 mètres, il n'y a plus de rouge. Or, bah, on se rend compte avec ces images que ce n'est pas le cas. On a la chance en Méditerranée d'avoir une eau extrêmement claire. C'est ça qui fait la force de Porquerolles et de nos paysages méditerranéens français. Et du coup, on peut voir que même à 10 mètres, eh ben, on a encore de l'information dans le rouge. Donc ça, c'était tourné en log avec un GH5. Mais imaginez peut-être ce qu'on pourrait faire avec une caméra en RAW, par exemple, et avec de meilleurs capteurs. Donc enfin, pour terminer ce mémoire, du coup, j'ai pu réaliser un tournage en décor artificiel avec Claire la Sirène du Trocadéro de Paris et sous-exposition, David Fauquin et Mathieu Lamant, qui sont des opérateurs et directeurs de la photographie sous-marin et qui m'ont aidé justement à voir quelles étaient les possibilités si il y a des limites en fait dans la représentation du monde sous-marin. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de partir dans l'imaginaire, de partir dans plutôt le ressenti, qu'est-ce qu'on ressent sous l'eau, et d'essayer de représenter ce ressenti différemment avec des outils de la lumière artificielle et partir dans quelque chose de beaucoup plus onirique. Voilà, donc pour ce tournage, en fait, on a décidé d'utiliser la fosse d'Argenteuil, donc c'est centre nautique Yuri Gagarin, et on a disposé un borgnole sous-marin sur le fond de la piscine. Du coup, on avait 5 mètres comme ça de hauteur de tournage. Donc en fait, ce qui est marrant avec un décor, enfin un plateau de tournage sous-marin, c'est que on n'a pas seulement la surface, on a aussi le volume. En fait, la mise en scène va pas être jouée juste dans le déplacement des comédiens sur une surface plane, mais également il faut penser où va être le comédien dans la hauteur de l'eau et est-ce qu'on peut l'exploiter. Voilà, ici un exemple très rapide, mais Clariciane, je trouvais que dans la danse, au début, elle travaillait que du coup sur un plan en fait face à nous, et je me suis dit mais non, en fait tu as toute la fosse, donc n'hésite pas à tourner, à essayer de créer comme ça du volume dans l'image, dans ta danse, et à l'exploiter pleinement. Et c'est ça qui, je trouve, a été extrêmement enrichissant. Et c'est ça qui fait que même tourner en prise de vue sous-marine, ça nous aide après, quand on va refaire des tournages traditionnels terrestres, à repenser l'espace, en fait, la représentation dans l'espace. Voilà, donc ici les images, donc une lyre, donc on a utilisé une lyre robotisée pilotée, ce qui est la lyre, la Ayrton Diabo LT, qui nous permet de créer des effets de gobo dans l'eau préprogrammée. Et donc, on a la possibilité aujourd'hui d'avoir la caméra qui est entièrement pilotée à distance. Donc, il y a juste le cadreur, il va juste s'occuper du cadre, puisqu'il faut savoir que sous l'eau, quand on respire de l'air comprimé, on va avoir des effets similaires à l'alcool. Donc, en fait, c'est très difficile de se concentrer sous l'eau sur une caméra quand on est plongé, parce que notre cerveau est débordé d'informations, déjà par justement l'effet de l'azote dans le sang, mais aussi parce que voilà, l'eau sur le visage, ça perturbe énormément le cerveau. Il y a beaucoup d'études qui l'ont montré. Donc en fait, avoir une caméra avec plein de boutons, etc., c'est un problème parce que pour la qualité de l'image finale, puisque un opérateur va être bien moins bon sous l'eau qu'en terrestre en termes de lucidité. Donc c'est pour ça qu'avoir tous ces contrôles pilotés à distance, c'est un énorme avantage. Et donc là, ici, on avait la commande de point, de diaph, de zoom, et, notamment la lyre. Donc voilà, donc le cadreur n'avait qu'à penser au cadre. Et ça, c'est très important. Voilà, donc moi, j'ai pu du coup m'expérimenter, enfin, aller tourner moi aussi, me mettre dans l'eau, même si Mathieu et David y sont allés aussi. Et donc, j'ai pu tourner un plan. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand on tourne dans le noir complet, ce qui est souvent le cas dans un tournage cinéma, on part du noir, on essaie de contrôler la lumière. Bah, en fait, on a une perte de repères sous l'eau. Et moi, je me suis surpris. En fait, je me disais, tiens, mais il est bizarre mon cadre sur clair. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de monter. Je suis monté de 3 mètres sans m'en rendre compte, quoi. Je venais de faire un plan de grue sans même le réaliser. Et du coup, j'ai demandé vraiment à David de me tenir, en fait, pour être sûr que j'ai pas à trop calculer ma stabilisation dans l'eau et que je puisse me concentrer sur mon plan. Donc c'est très important. De toute façon, la prise de vue sous-marine, la plongée elle-même ne se fait jamais seule, et c'est encore plus vrai en prise de vue sous-marine où il faut du monde pour pouvoir la faire.
Voilà, donc voici les quelques images. Et du coup, par exemple, sur le flou, hein, tout à l'heure, je vous parlais d'essayer de rendre l'image la plus nette possible. Et je me suis dit, bah, pour cette partie pratique, pourquoi pas prendre le contrepoint, essayer de créer des effets de flou, notamment pour donner un peu de corps de présence à cette eau. En fait, ce qui se passe, c'est quand la prise de vue sous-marine, optiquement, elle est trop parfaite, et ben, des fois, on a l'impression qu'il n'y a plus d'eau et on a l'impression de voir une image terrestre. Et ben là, au contraire, bah, du coup, pour faire l'inverse et pour créer la présence de l'eau, j'ai vachement, enfin j'ai créé un beau bokeh en fait avec les diodes lumineuses voilà de la robe sous-marine de Claire, ce qui permet comme ça de faire danser en fait voilà les étoiles sur sa robe comme si c'était des bulles en fait d'eau, et de faire comme ça des effets de surimpression. En fait, ça marche très bien, tout comme le ralenti, puisqu'en fait sous l'eau, comme on est un peu en apesanteur, en fait, on peut vachement jouer sur la vitesse d'une image. C'est pour ça que les clips sous-marins marchent aussi bien, parce que dans le monde du clip, on hésite vachement moins à changer la cadence de prise de vue. Donc c'est pour ça je trouve, ça marche très bien le sous-marin en clip. Voilà, et donc du coup l'ouverture du mémoire, un petit peu l'avenir de ce mémoire, et voilà, qu'est-ce que ça m'a fait, voilà, quelles sont les réflexions qui ont suivi. Bah, en fait, je me suis demandé, bah, pour avoir la meilleure immersion, ça appelle notamment à la 3D et surtout à la prise de vue sous-marine VR. Ici, on peut voir qu'en fait, il y a pas mal de débouchés Enfin, il y a quand même de nouvelles pistes qui sont en train de s'ouvrir. Là, ici, on peut voir Eric Cheng qui a créé un caisson avec du coup deux petits dômes pour les deux optiques de la caméra VR 3D. Donc, du coup, ça permet Enfin, en tout cas, ça permet notamment de bien placer les dômes par rapport aux optiques. Mais on peut voir aussi que Apple l'a fait différemment. Eux, ils ont fait un grand dôme pour les deux optiques. Donc ça veut dire que les optiques ne sont pas totalement au centre du dôme, ce qui est un problème, enfin ce qui peut être un problème en prise de vue sous-marine, ça dépend comme on l'a vu. Et donc en fait, c'est intéressant de se demander, voilà, comme on a besoin d'avoir une très bonne résolution en VR parce que l'image est immense dans les casques, c'est là où je trouve que l'optique va vraiment avoir son rôle à jouer pour pouvoir avoir l'image la plus nette possible et proposer la meilleure immersion. Donc je pense que, en tout cas, la recherche en prise de vue sous-marine a encore de beaux jours devant elle, vu les nouvelles technologies qui commencent à arriver sur le marché. Voilà, je vous remercie. J'ai une question. Est-ce que vous avez pu mettre en application ce que vous présentez dans votre mémoire? Dans quelle partie? Sur un tournage, est-ce que vous avez eu la possibilité de le Oui, présenter? bah, justement, j'ai pu participer au tournage des films Des Filles Désir de Patricia Carr en septembre dernier, en septembre 2024. Et du coup, on a pu faire un tournage avec, du coup, c'était un splash bag. En fait, c'est une caméra, enfin, c'est un sac dans lequel on met la caméra. Et du coup, j'ai pu notamment travailler la vitre-plan. Ce qui est intéressant, là, j'ai parlé beaucoup du dôme, mais aussi travailler avec une vitre-plan qui apporte pas du tout les mêmes effets optiques. Et ça a intéressé la réalisatrice justement de faire par exemple des mi-air mi-haut en fait où on voit la peau de l'eau devant la caméra, et en dessous en fait on voit que les objets et tout n'ont pas les mêmes rapports, puisqu'en fait l'eau a un pouvoir de grossissement. Le dôme sert justement à corriger ça, mais on peut des fois aimer cet effet esthétique, et là c'était le cas, et donc ça m'a, en tout cas, mon expérience du mémoire m'a beaucoup aidé, et aidé en fait dès la sortie des études. Parfait. Bonjour, je m'appelle Raphaël Jaffari et donc je vais vous présenter mes travaux de recherche dans le cadre de mon mémoire de master qui s'intitule Façonner l'image digitale, la création de look à l'heure des outils d'étalonnage numérique. Il y a un terme, le terme sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, c'est le terme de look, qui est donc un terme anglophone pour lequel je n'ai jusqu'à présent pas trouvé d'équivalent suffisamment satisfaisant en français. Mais si je devais en proposer une définition aujourd'hui, je dirais que c'est un ensemble de caractéristiques esthétiques de l'image, donc des caractéristiques de contraste, de couleur, mais aussi de texture, qui vont participer à créer l'identité visuelle d'un film ou d'une œuvre cinématographique. Jusqu'à l'arrivée des outils de post-production numérique dans un premier temps, et ensuite des capteurs et donc des caméras numériques, le look était intrinsèquement lié au support, c'est-à-dire à la pellicule. Choisir une certaine pellicule, une certaine émulsion, c'était forcément choisir la courbe de contraste qui allait avec les comportements de couleur, les comportements de texture. Et donc, il y a vraiment un choix qui était ancré directement au moment où on sélectionnait une émulsion.
Pour donner un exemple très concret, il arrivait assez fréquemment que des opérateurs et des opératrices, en faisant des essais comparatifs entre différentes émulsions, choisissent de tourner avec des émulsions Fuji plutôt que des émulsions Kodak, euh, dans le cadre de films qui avaient une part importante de végétation ou se tournaient dans la nature, parce que Fuji était réputé pour avoir une reproduction des vers qui était plus proche de ce que l'œil humain peut apercevoir, ou en tout cas peut percevoir des vers dans la nature, là où Kodak avait tendance à venir vraiment déplacer les vers vers les jaunes. Et donc voilà, l'émulsion Fuji pouvait être favorisée pour ce rendu-là des vers. Et donc une des raisons pour laquelle ce choix était crucial, c'est qu'en fait, il y avait très peu moyen de venir questionner ces questions de rendu une fois que le film était impressionné sur la pellicule et donc que le film était développé. Parce que venir intervenir sur ce rendu, ça voulait dire intervenir dans la chimie et donc intervenir dans les bains, dans les temps d'exposition, faire ce qu'on appelle des traitements spéciaux. Et donc c'était une entreprise très complexe et très coûteuse qui était globalement réservée aux productions qui en avaient les moyens. Donc en fait, le rendu était vraiment majoritairement choisi au moment du choix de l'émulsion. Et donc, c'est pour ça que si on choisissait une 50T ou une 500T, on allait avoir un rendu différent. Évidemment, il y avait d'autres problématiques qui entraient en jeu au moment du choix d'une émulsion. La sensibilité en étant une grande, le coût également, la disponibilité des pellicules. Mais voilà, les questions de rendu étaient quand même très importantes dans ce choix-là des opérateurs et des opératrices. Avec l'arrivée des caméras numériques, on rentre dans un paradigme qui est complètement différent. C'est-à-dire que tout à coup, le rendu, le look est en grande partie décorrélé du support, donc du capteur numérique. Et on observe un déplacement dans la chaîne de travail. C'est-à-dire que tout à coup, on se retrouve en post-production à devoir se poser ces questions-là de rendu et de look. Et en fait, à ce moment-là, on se rend compte, on prend conscience du travail de Color Science qui était jusque-là fait par les émulsionneurs et donc dans la pellicule. Et en fait, on réalise que ni les laboratoires, ni les opérateurs, ni les étalonneurs ne sont en mesure d'assumer la continuité de ce travail-là, qui était le travail des laboratoires, des fabricants de pellicules depuis des dizaines et des dizaines d'années. Euh, et donc, c'est pour ça que la notion de look prend vraiment tout son sens avec l'avènement du numérique autour des années 2010. Parce qu'en fait, c'est une notion qui existait jusqu'alors, mais qui était relativement peu conscientisée, parce que c'était globalement de l'ordre presque du secret industriel, et qu'on avait globalement très peu moyen de le bousculer et de le questionner. Et donc, avec l'arrivée du numérique, c'est à ce moment-là qu'on prend réellement conscience de ce que c'est et des enjeux autour de la notion de look et de la notion de création de look. Ce changement de paradigme, il a introduit une inégalité dans l'industrie du cinéma entre les différents niveaux de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, si on prend deux productions, une qui a un budget colossal de plusieurs millions et une toute petite production, mais que les deux font le choix de tourner en 16 mm par exemple, eh bien les deux productions vont bénéficier dans la même mesure du travail de look et de rendu imprimé dans la pellicule, qui est donc le travail fait aujourd'hui par Kodak, puisque c'est le seul émulsionneur qui propose encore de la pellicule. Alors que si ces deux productions choisissent de tourner en numérique, eh bien évidemment que la production à plusieurs millions va pouvoir vraiment venir pousser ce travail de recherche et de création de look beaucoup plus loin que ne pourra le faire une petite production qui n'aura pas le support de laboratoires, de color scientistes, d'étalonneurs, d'étalonneuses, voilà. Donc il y a une inégalité qui est venue se creuser à cet endroit-là. Et pour moi, un des enjeux du mémoire, c'était d'essayer de justement démocratiser ces questionnements-là, de les rendre plus accessibles pour essayer de venir combler un petit peu ce gap qui existe aujourd'hui et qui commence petit à petit à se réduire. Euh, les questions de look aujourd'hui, elles sont vraiment ancrées dans les pratiques des opérateurs et des opératrices. Parce que c'est, contrairement à ce qu'on peut penser, des questionnements qui n'arrivent pas seulement au moment de la post-production, une fois que le tournage s'est achevé, mais des questionnements qui sont là dès la prépa, dès les discussions avec les réalisateurs et les réalisatrices, parce que ça, c'est évidemment des questions
qui sont très liées aux intentions esthétiques, aux intentions narratives. Dès la prépa, ça peut vouloir dire qu'il va falloir faire des essais filmés pour avoir de la matière de travail pour venir justement chercher ce look et trouver les différents éléments esthétiques qui vont venir créer cette identité d'une œuvre filmique. Ça va aussi accompagner les directrices de la photographie sur le plateau, par exemple pour le travail de la lumière. Euh, on peut par exemple choisir de venir faire une lumière assez douce et de venir vraiment remplir pour ensuite avoir derrière une lutte et donc un look qui va venir vraiment contraster. Et donc essayer de contrebalancer ça pardon, avec une lumière beaucoup plus douce, ou au contraire avoir une courbe de contraste avec une épaule de courbe vraiment tassée qui va venir vraiment absorber la lumière, et donc on va pouvoir se permettre de travailler avec des lumières plus dures sur le plateau. Voilà, et puis évidemment, c'est des questions qui sont aussi importantes pour les autres départements, parce que évidemment que le décor, le costume, le make-up vont voir leur travail affecté potentiellement déjà sur le plateau s'il y a une lutte de visionnage qui est présente. Les comportements de couleurs et de contraste et de texture vont pouvoir tout de suite avoir un impact sur leur travail, et ils et elles vont pouvoir le constater sur le plateau. Et donc le look peut vraiment aussi jouer un rôle d'unificateur dans en fait tous ces éléments, que ce soit de plateau ou de travail de la lumière, ou globalement de travail de l'image, et venir vraiment ramener tout ça dans une direction artistique commune. Donc c'est vraiment aujourd'hui un enjeu qui peut, s'il est saisi par les opérateurs et les opératrices, être vraiment au cœur du métier, et être un questionnement global de la prépa jusqu'à la post-production, bien évidemment. Une des forces du numérique, c'est qu'il a vraiment ouvert, le monde des possibles, et il a vraiment apporté une énorme liberté. Mais pour pouvoir s'en saisir de cette liberté-là, il faut des outils appropriés pour pouvoir répondre à ces questionnements et pour pouvoir vraiment faire ce travail de look. Et aujourd'hui, les outils d'étalonnage, disons, sont de plus en plus répandus et de plus en plus accessibles et de plus en plus nombreux. Donc ça démocratise vraiment la pratique de l'étalonnage. Mais les outils d'étalonnage sont globalement des outils qui sont pensés pour des applications très précises et pour des ajustements plan à plan vraiment très très précis. Et ils ne correspondent pas nécessairement à ce qu'on attendrait d'outils pour vraiment travailler du look, qui nécessite d'avoir une pensée beaucoup plus globale sur l'ensemble de l'image. Une des qualités premières que doit avoir un look, c'est une robustesse, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir s'adapter à différentes conditions de prise de vue, différentes conditions de lumière, du jour, de la nuit, de l'intérieur, de l'extérieur, et donc avoir un comportement qui soit cohérent globalement sur la majorité des scènes d'un film. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut difficilement faire aujourd'hui avec la plupart des outils d'étalonnage accessibles. Et donc, dans le cadre du mémoire, je me suis aussi attelé à essayer de réfléchir et à créer ce que pourraient être justement des outils qui soient appropriés à cette pratique-là. Encore une fois, dans l'optique de le démocratiser et de rendre ça plus accessible aujourd'hui à toutes les strates, à tous les niveaux de production d'un film. Euh, voilà. Pour conclure, j'aimerais juste dire que évidemment, le numérique peut être une vraie force si on s'en saisit. Mais pour ça, il faut évidemment se questionner et essayer de toujours remettre en question les outils et les processus qu'on utilise, parce que sinon, on peut en fait se retrouver à subir des choix indépendamment de notre volonté, comme c'était le cas en argentique pendant des années. Donc, à mon sens, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que c'est toujours important d'être dans une démarche de remise en question des outils qui font aujourd'hui notre pratique de technicien et de technicienne de l'image. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question par rapport à la création du look. On sait beaucoup de la collaboration qu'il peut y avoir entre les directeurs de la photo, les chefs déco, même les chefs costumiers, les superviseurs VFX. Et je voulais savoir si pour la création d'un look, est-ce que tous ces chefs de poste doivent se rencontrer, collaborer pour créer le bon look qui va correspondre à l'intention du réalisateur et de la réalisatrice? Les artisans principaux d'un look
Dans l'aspect vraiment technique de sa création, ça va majoritairement être les opérateurs, les opératrices, euh, les étalonneurs, étalonneuses et color scientistes. Globalement, ce sont ces personnes-là qui vont pouvoir vraiment être dans le travail très concret. Mais bien évidemment que la réflexion plus globale de création d'une palette colorée, de la création vraiment de la direction artistique de l'image, ça va évidemment venir impacter tous les postes qui vont avoir un lien direct avec l'image, donc les chefs déco, donc les chefs costumes, donc le make-up, les superviseurs VFX, voilà, tous ces départements travaillent étroitement en collaboration. Et donc, c'est évidemment extrêmement important, de plus en plus aujourd'hui, de pouvoir avoir accès à des essais filmés qui sont le lieu où ces gens-là et ces postes-là vont pouvoir se rencontrer et vraiment discuter en amont du tournage face à des éléments très concrets d'images qui vont être les premiers essais de costumes, les premiers essais de maquillage, pour qu'il y ait vraiment une discussion de groupe qui se crée et qui puisse ensuite, évidemment, venir nourrir le travail du look pour que disons, la palette globalement, c'est surtout ça, ça va être la palette de couleurs et de textures puisse être définie en accord et en collaboration avec tous ces départements. Et que du coup, en travaillant ensemble, ils vont pouvoir vraiment amener l'image et amener l'esthétique du film dans une direction vraiment balisée et vraiment bien travaillée en amont. Et ensuite, le travail sur le plateau, si ce travail-là est bien fait en amont, le travail sur le plateau sera d'autant plus naturel et d'autant plus rapide pour tous les départements de l'image. Voilà. Après, je passerai la parole. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc moi aussi, je vais vous parler un peu du numérique et de l'argentique, puisque j'ai fait un mémoire sur la potentielle disparition du cinéma argentique, qui s'intitulait Fin du cinéma argentique, point d'interrogation, histoire, témoignage et prospective. Donc moi, je me suis posé une question un peu assez simple en apparence, mais qui a ouvert une multitude d'enjeux. La question, c'était qu'est advenu le cinéma argentique, la pellicule, aujourd'hui en France et aussi à l'échelle internationale, puisque tout ça est quand même assez connecté. Et surtout, qu'est-ce que nous dit sa disparition ou sa survie sur le cinéma et sur l'industrie? Donc, ma méthode, ça a été d'étudier la transition argentique numérique du cinéma en croisant une approche à la fois historique, des témoignages de professionnels, des données économiques et aussi une réflexion esthétique sur le numérique et l'argentique. Et ce que cette transition révèle, c'est d'abord une transformation profonde, pas seulement des outils, mais des métiers, des temporalités, des manières de créer, le tout poussé par ce que j'appelle un engouement technophile et soutenu de diverses manières par les pouvoirs publics. Donc d'abord, la première étape de ma recherche, c'était de reconstituer un peu une histoire de cette transition argentique numérique. Et ce que je peux en dire, c'est que c'est d'abord une rupture historique assez importante dans l'histoire du cinéma. Parce qu'en un siècle, le cinéma argentique avait bâti un langage, des gestes, un savoir-faire et des techniques assez complexes. Puis, en l'espace de 10-15 ans, tout va basculer assez rapidement et sans vraiment concertation. Et à partir des années 90, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le numérique il commence à s'imposer peu à peu dans la post-production des films. Et une vingtaine d'années plus tard, au tournant des années 2010, il gagne le tournage et la projection. Donc en 2011, 65% des écrans français sont équipés pour la projection numérique. C'est un chiffre qui passe à presque 100% en 2014. Suite à cela, les copies d'exploitation de 35 mm disparaissent et l'industrie de la photochimie s'effondre. Il y a par exemple le laboratoire LTC qui ferme en 2011, puis celui d'Éclair en 2015. Donc avec ces fermetures, il y a évidemment des milliers d'emplois qui disparaissent, mais aussi des machines, des savoir-faire. Je vous montre juste rapidement voilà, c'est quelques graphiques que j'ai réalisés à partir des données du CNC et de la FICAM principalement. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, on ne voit pas sur la télé, mais voilà, entre 2010 et 2011, la courbe en rouge, c'est le pourcentage d'écrans équipés pour la projection numérique.
C'est là que se fait le tournant. On passe d'un tiers à plus de 2 tiers en l'espace d'un an. Et en parallèle, vous avez la courbe jaune qui représente le pourcentage parmi ces écrans numériques équipés en 3D. Et on voit que à partir de 2012 ou 2013, environ 60% des écrans numériques sont aussi équipés pour la projection 3D numérique. Et je ne vous refais pas l'histoire, mais il y a la sortie du film Avatar en 2009 qui va notamment encourager les exploitants à s'équiper de projecteurs numériques 3D, relief. Ce graphique aussi, ça c'est du côté de la production, avec la proportion de films d'initiative française qui sont tournés en numérique ou en 35 mm. Et encore une fois, on voit que le pivot s'effectue entre 2010 et 2011. Et il y a un dernier graphique, c'est celui-ci. La courbe en bleu que vous voyez, c'est la quantité de pellicules positives donc, qui était destinée à la création des copies d'exploitation, développées chez Eclair, c'est en millions de mètres, par rapport au pourcentage d'écrans de cinéma français équipés pour la projection numérique. Et encore une fois, le pivot s'effectue entre 2010 et 2011. Et on voit que le processus de numérisation des écrans est assez tardif, mais s'effectue de manière très rapide. Alors la question du coup, c'est quels sont les moteurs de cette transition? Et peut-être je vais être un peu critique du numérique pour le coup. Pour moi, dans mon enquête, ce qui apparaît comme évident, c'est que le numérique, le principal argument avancé, en tout cas pour l'industrie, c'est le fait de pouvoir faire des économies. Pourquoi? Parce qu'il permet de produire plus vite, à moindre coût, notamment de distribuer les films à l'échelle mondiale et sans les contraintes liées au support physique argentique. Il permet donc d'accélérer les cycles de production, c'est-à-dire de raccourcir la durée entre l'investissement et le retour sur investissement d'une production, en réduisant par exemple le temps de tournage, le temps de post-production ou le temps d'exploitation d'un film en salle. Plus vite le cycle de production d'un film est terminé, plus vite la production peut alors réinvestir dans un nouveau projet. Et cette accélération des cycles, elle s'est souvent faite, pas toujours, mais souvent, au détriment des enjeux esthétiques. Ce n'est pas seulement mon avis, puisque de très nombreux rapports publiés dès 2006 soulignent déjà que cette transition n'a pas d'autre but que ces fameuses raisons, arguments économiques, qu'il n'y a pas de véritable intérêt technique ou politique. Là, je cite par exemple le rapport Goudinot, publié par le CNC en 2006. Et parallèlement à cet aspect économique, il y a aussi une dimension idéologique, puisqu'avec la fin de la guerre froide et l'effondrement de l'Union soviétique, il y a tout un tas de nouveaux marchés qui sont ouverts à la conquête. Et le numérique, comme il permet de standardiser la diffusion d'un côté, mais aussi de réduire les coûts logistiques et de fabrication des copies, il facilite cette expansion mondiale. Donc dans cette logique d'industrialisation et de mondialisation, l'argentique et notamment la projection 35 mm et la logistique autour de l'envoi et de la circulation des copies sont perçus comme des freins à cette expansion. La question qui vient ensuite, c'est pourquoi la pellicule résiste. Et en tout cas, j'en ai fait la démonstration dans le mémoire, là je ne vais pas pouvoir vraiment détailler exactement pourquoi, mais fait est, la pellicule résiste, et c'est ce qui est assez frappant. C'est qu'on n'a jamais vraiment tourné la page de la pellicule, que ce soit dans le numérique et dans toutes les normes, toute la recherche et développement numérique, on voit que c'est imprégné du travail fait précédemment. Mais aussi parce que, contre toute attente, la pellicule, elle n'a pas disparu, ni chez les artistes, ni dans l'industrie. Elle continue d'être utilisée, même revendiquée comme un choix artistique, technique, par de nombreux réalisateurs, réalisatrices, directeurs de la photo, etc. Par exemple, au Festival de Cannes en 2024, 33 films sur plus d'une centaine présentés ont été tournés en pellicule. Parmi eux, La Palme d'Or de Steenbecker, qui était tournée en 35 mm. Et en France, depuis environ une dizaine d'années, tous les ans, depuis une dizaine d'années, environ 5% des semaines de tournage des fictions cinématographiques sont encore allouées à des tournages en pellicule. Donc c'est un chiffre qui est quand même modeste, mais qui reste stable depuis près de 10 ans. C'est le graphique qui est juste derrière moi. Et autour de ce support, il y a évidemment un écosystème entier qui continue de s'activer, loueurs de caméras et de matériel, laboratoires, associations, institutions patrimoniales. Ils sont nombreux à faire vivre la pellicule, les machines, les gestes et les techniques, malgré des difficultés évidemment croissantes. Alors pourquoi cette persistance ? Parce que justement la pellicule, ce n'est pas qu'une histoire de nostalgie, mais c'est aussi un choix esthétique, une méthode, une posture et un rythme. Sur le plan esthétique, c'est un peu plus évident, mais la pellicule, elle offre évidemment une expérience unique. On peut parler du rendu argentique, de sa profondeur, sa texture, la richesse de ses couleurs, le grain, des choses qui restent encore parfois
pas égalé par le numérique, même si on arrive au bout de quelque chose, en tout cas que le numérique nous permet maintenant de reproduire quand même de manière assez fiable, assez sensible ces caractéristiques visuelles. Mais justement, il n'y a pas que la question de l'esthétique visuelle, il y a aussi la manière dont la pellicule influence la manière de tourner. Pourquoi ? Parce que quand on tourne en pellicule, on est limité en durée, en métrage. Ça nous impose une autre approche du tournage. On prend plus de temps pour préparer chaque plan, on réfléchit davantage à la durée du plan et on privilégie une concentration sur le plateau, etc. etc. Donc c'est une autre manière de travailler et ça change évidemment profondément le résultat des films. Donc cet aspect contraignant dont on parlait tout à l'heure de la pellicule, des fois il se contrebalance aussi à cet aspect illimité sans cadre du numérique où tout est possible. La pellicule nous propose un cadre à partir duquel on peut penser, créer. Et pour beaucoup d'acteurs, d'artistes, tout un tas de personnes, il y a un retour, en tout cas une continuité vers l'argentique pour ces raisons-là, justement. Bon, la question qui moi, m'a beaucoup intéressé, c'est la question de est-ce que le cinéma argentique peut disparaître ? Donc oui, évidemment, il peut disparaître. Dans le mémoire, j'ai élaboré un peu 3 hypothèses, 3 scénarios prospectifs sur comment est-ce que ça pourrait se produire. Mais si on prend juste un seul exemple, on sait que Kodak a survécu à la faillite en 2012, mais qu'aujourd'hui, ils produisent encore de la pellicule, mais que c'est le dernier producteur de pellicule couleur pour le cinéma. Donc si cette production vient à s'arrêter, toute la chaîne de production et de post-production photochimique s'effondre. Les derniers laboratoires ferment, il y aura plus de développement, plus de pellicules, etc., etc. La situation est la même si un fabricant de produits chimiques cesse son activité ou s'il n'y a plus de caméras argentiques disponibles ou plus de personnel qualifié pour les entretenir. Toute la chaîne argentique est interdépendante. Si un maillon disparaît, tout peut s'arrêter. Et au-delà du support lui-même, ce sont les savoir-faire qui sont en danger, évidemment, puisqu'on a moins en moins de personnes qualifiées qui maîtrisent la chimie, l'entretien des caméras, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer vers la conclusion pour préserver le cinéma argentique ? J'ai développé un peu 3 pistes qui me semblaient essentielles et assez urgentes. La première, c'est celle d'un soutien public fort. Il faut que les pouvoirs publics prennent conscience de ces savoir-faire en danger et qu'il y a un enjeu à les maintenir, que ce soit à la fois pour l'industrie, pour les artistes ou pour le patrimoine. Donc cela passerait par un appui aux laboratoires encore actifs, par des aides ciblées à la production de films en pellicule ou des filières de production de pellicules, ou des produits chimiques par exemple, et la création de filières de formation pérennes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malgré le fait qu'il existe encore des écoles centenaires. Tout ça reste très fragile, et même dans des écoles comme la FEMIS ou Loups-Lumière, l'enseignement de ces techniques, qu'elles soient d'ailleurs argentiques ou vidéo, ou en tout cas autres que numériques, sont fragiles et sans formation pérenne. Donc s'il n'y a pas de soutien institutionnel, ces pratiques risquent de disparaître ou de devenir inaccessibles. Le deuxième point, c'est l'engagement des professionnels. Il est évident que sans le soutien des artistes, des techniciens, des techniciennes, des enseignants, des enseignantes, des chefs opérateurs, des chefs opératrices, des cinéastes, de l'ensemble des acteurs, la pellicule ne continuera pas à vivre. Donc il y a besoin de cet engagement fort pour continuer à tourner en pellicule, à réparer du matériel, à enseigner ses gestes. Voilà. Et enfin, la troisième et dernière piste, qui est plus symbolique mais décisive, ce serait éventuellement la reconnaissance de ces techniques et savoir-faire argentique comme un patrimoine culturel immatériel. Donc à ce propos, moi, depuis quelques mois, je fais justement partie d'un groupe de travail piloté par le département de la Seine-Saint-Denis, dont l'objectif, c'est de constituer une fiche d'inventaire de ces savoir-faire et de ces techniques du cinéma argentique. Et le but, c'est d'obtenir une première inscription au patrimoine culturel immatériel national, puis, dans un second temps, de porter ce dossier au niveau international dans le cadre de la Convention de l'UNESCO. Ce serait une étape forte qui affirmerait que ces pratiques ne sont pas des simples vestiges techniques, mais un héritage vivant qui fait partie intégrante de notre culture commune et de notre rapport au cinéma. Pour conclure, est-ce que j'ai été un peu long ? Je suis désolé. Aujourd'hui, tout ce qui subsiste du cinéma argentique, on le doit à des passionnés, à des résistants, des personnes qui ont à la fois sauvé des œuvres du côté du patrimoine, mais aussi des outils, des gestes et des machines du côté des laboratoires. Ils ont transmis, réparé, documenté, souvent avec très peu de moyens, mais avec une conviction inébranlable, que ce savoir-faire valait la peine d'être préservé. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement de sauver un support, il s'agit de préserver une manière de faire du cinéma. Ce n'est pas une guerre argentique contre numérique, cette opposition n'a jamais vraiment été la bonne grille de lecture. La vraie question, c'est celle des conditions de création, c'est quel rythme et quel mode de production. Est-ce que la transition numérique n'a pas en fait apporté d'un côté des outils formidables qui ont tout un tas d'utilités, que ce soit pour les artistes ou pour l'industrie, mais aussi imposer des logiques économiques d'efficacité, d'uniformisation
de rentabilité qui transforment profondément nos manières de produire et de créer. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en sauvegardant l'argentique, ce n'est pas un retour en arrière, ce n'est pas un regard nostalgique, c'est une manière de montrer qu'il est possible de faire autrement, de retrouver une forme d'attention, de rigueur, de poésie aussi dans la fabrication des films. Et c'est peut-être ça aujourd'hui le geste le plus fort, c'est de refuser cette espèce d'accélération systématique et de défendre film après film d'autres manières de les créer. Je passe, j'avais écrit quelque chose sur l'IA, je passe un peu parce que je suis un peu trop long, mais ce qui arrive avec l'IA, c'est évidemment dans la continuité de cette transition, et même je pense que la question intéressante à se poser, c'est est-ce que cette transition s'est terminée en 2015 avec la fermeture des derniers laboratoires, ou est-ce qu'elle est en train de se terminer aujourd'hui avec de nouveaux outils qui nous proposent de pouvoir tourner sans caméra, toujours dans cet objectif d'accélérer les cycles de production, enfin voilà. Et voilà, bon, j'avais d'autres choses un peu de marquer, mais je suis un peu trop long. Voilà. Merci. Juste je fais un petit focus, mais tu réponds rapidement. Parce qu'il y a. Et tu as dit que finalement, c'est une autre manière de faire du cinéma. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est la thématique de la table ronde. En tant que chef op, en quoi pour toi c'était. Moi, j'ai la réponse parce que je vous vois faire avec des caméras numériques et quand ils ont de l'argentique, ça se passe pas pareil sur les plateaux en essai. Tu peux dire juste rapidement en quoi c'est une autre manière aussi valable. C'est qu'ils ont fait Pierre et Raphaël avec les numériques parce qu'ils sont quand même aussi sur une idée d'artisanat parce que l'outil numérique, mais qu'ils l'ont inventé eux-mêmes. Donc, pour toi, c'est quoi cette manière différente? Et je peux C'est-à-dire, prendre un exemple très oui, concret, puisque j'ai fait un documentaire en 35 mm, donc avec très peu de bobines, sur les étapes de restauration des films de patrimoine. Et donc je me suis très vite confronté à la question de mesurer chaque plan, les penser, les répéter, faire de la mise en scène, en plus dans un cadre documentaire. Et je pense que le film y a gagné. Et je me suis posé la question après le tournage, mais comment j'aurais fait ce film si je l'avais fait en numérique? Et de suite, ça m'est apparu évident que quand je suis allé dans les laboratoires, au CNC, à Bois d'Arcy, etc., où j'ai dit aux personnes qui étaient là, qui sont devenues des personnages, en fait, stop, quels sont tes gestes? Montre-moi, ça je filme pas. Euh, euh, j'ai tout de suite vu que si je l'avais fait en numérique, je me serais mis dans un coin, j'aurais pas arrêté une seule machine dans un laboratoire, j'aurais filmé comme une caméra surveillance, de manière ultra naturaliste, et je me serais pas posé en fait toutes ces questions esthétiques parce que j'aurais été aveuglé par oulala, il faut pas que je dérange, il faut pas que je gêne, et puis j'ai une caméra toute petite donc je me fous dans un coin, ce qui était l'inverse du cas pratique en l'occurrence avec une grosse caméra 35 mm, un gros objectif et très peu de matière. Donc quand il fallait lancer la machine, la développeuse, pour filmer à l'intérieur de la développeuse la pellicule qui passe dedans, évidemment, on a été obligé de faire des répétitions et même de faire le montage sur le tournage de exactement qu'est-ce que j'avais besoin de filmer. Et en numérique, je me serais mis dans un coin, j'aurais filmé l'entièreté de la scène en mode vidéosurveillance. Voilà, ça répond pas entièrement à la question, mais c'est un exemple de moi très concrètement comment ça a changé ma perception de la pratique. Et ce qui ne veut pas dire que le numérique c'est nul et que je ne ferai pas de film en numérique, mais que j'essaierai de reproduire les contraintes que j'avais en fait en pellicule. Voilà. après, je peux passer la parole. Bah, du coup, bonjour. Moi, petit rappel, du coup, mon sujet, c'était un objet aussi banal qu'essentiel qu'est le ciel tel qu'il est représenté au cinéma et les enjeux techniques, esthétiques et narratifs que sa captation et sa restitution impliquent dans le cinéma de fiction. Et voilà, donc je me suis concentrée sur comment est-ce que le ciel va venir interroger profondément nos pratiques de l'image dès lors qu'on cherche à le représenter au sein de l'image, que ce soit en tant que sujet principal d'un plan, mais aussi simplement un arrière-plan ou la partie d'un paysage. Et le point de départ pour ces questionnements, ça a été d'abord l'expérience intime qu'on fait tous et toutes face au ciel, qui est ce mélange de vertige, de fascination, d'émotions esthétiques qu'on pourrait rapprocher un peu de la notion de sublime, et qui est un vertige qui nous ramène directement à des questions d'impermanence, à notre propre finitude. Et en fait, ce sentiment-là, chez moi, je l'identifiais vraiment en lien avec une envie créatrice, un désir un peu de fixer cet instant
par l'image pour répondre à ce vertige. Mais finalement, est-ce que le figé, c'est pas le trahir? Est-ce qu'on peut capturer un objet infini et mouvant? Est-ce qu'on peut le traduire par l'image? Et l'autre point de départ, donc, qui vient de mon expérience en tant qu'étudiante en images, où, comme tout le monde, j'ai été confrontée à cet élément imprévisible, immense, mobile, qu'on peut ni contrôler ni contraindre, contrairement aux autres éléments de mise en scène. Et pourtant, en se rendant aussi compte que c'est un élément qui va venir, qui a la potentialité de transformer toute la dramaturgie d'une image, de venir transformer son sens, parce que c'est un objet qui porte des connotations très fortes. Et donc, j'ai commencé par vouloir comprendre qu'est-ce que le ciel représente pour nous d'un point de vue anthropologique, donc en tant qu'objet culturel. En fait, le ciel, c'est un objet qui est très paradoxal. C'est à la fois un objet qui est familier, quotidien, banal, mais qui est en même temps fondamentalement étranger et distant. C'est, comme j'ai dit, le symbole de la permanence, de ce qui est immuable, et en même temps, c'est quelque chose qui est constamment changeant, fuyant, qui nous échappe. Et même sa nature en lui-même, en fait, est double, parce qu'avec le ciel, on peut désigner tant un phénomène physique que tout ce que ça implique d'un point de vue de sa symbolique culturelle, voire même spirituelle. Très vite, je me suis aperçue que le ciel avait la particularité, en tant qu'objet de représentation, d'interroger les limites même des médiums artistiques. Donc j'ai élargi un peu mon champ d'études en commençant par m'intéresser à la peinture, puis à la photographie, avant de revenir au cinéma. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ces trois médiums, trois arts visuels, qui ont chacun une manière différente d'aborder le ciel, et en creux, ce qui se dessine un peu, c'est finalement leur rapport au réel. En peinture, ce qui est intéressant, c'est que on observe historiquement un glissement progressif, avec au départ le ciel qui est asservi non sans peine aux règles de composition, de représentation de la perspective. Il va venir en fait être utilisé comme outil structurel au service des tableaux ou des fresques. Et en fait, petit à petit, finalement, il va s'émanciper, il va devenir un sujet de représentation en tant que tel, et il va être finalement un moyen de défier la fixité de la toile, et apporter en fait finalement une forme de complémentarité au médium. Donc ce qui, au départ, faisait un peu obstacle à sa représentation, devient finalement un peu son intérêt principal. En photographie, la différence, c'est que le ciel physique devient la matière première de l'image. Donc avec ça, ça apporte son lot de défis techniques, notamment au sujet du contraste. Donc au départ, la photographie, elle va tenter de résoudre ces questions, notamment par le photomontage, avec la technique des ciels rapportés. Et avec cette anecdote-là, cet exemple-là, ça montre vraiment bien en fait la tension entre la réalité perçue et celle fabriquée par l'image. Et en fait, ça vient vraiment, le ciel vient directement dès le début de la photographie soulever des questions ontologiques qui sont propres à ce médium-là, qui sont la tension entre la photo en tant que document et la photo en tant qu'art. Voilà. Et puis ensuite, on en arrive au cinéma, et avec le cinéma, on a tout un nouvel espace de représentation au sens propre du terme qui s'ouvre, parce qu'on a toute une nouvelle dimension avec le mouvement et la temporalité, que ce soit à la fois d'un point de vue simplement purement spatial de l'image en tant que telle, mais aussi à l'échelle du récit, puisque le ciel va pouvoir venir s'insérer dans une narration qui a un déploiement beaucoup plus vaste, beaucoup plus important que ce qu'on peut avoir dans une seule image unique fixe. Et donc c'est là où le rôle des chefs opérateurs de chefs opératrices devient crucial. Comment est-ce qu'on fait avec cette matière réelle qu'on maîtrise pas? Comment est-ce qu'on l'intègre à la mise en scène? Comment est-ce qu'on l'anticipe? Comment est-ce qu'on la recrée? Est-ce qu'on choisit au contraire de se laisser surprendre par elle? Donc ma démarche, moi, ça a été de revenir sur les différents outils qui s'offrent à nous à la prise de vue, que ce soit au sujet de l'exposition du ciel, de la gestion de son contraste, de sa chromaticité, mais ce qui m'a surtout intéressée, c'était de creuser les enjeux du point de vue de sa restitution. Donc, qu'est-ce qu'on choisit d'en montrer du ciel? Qu'est-ce que ça implique esthétiquement parlant? Et donc, dans ce cadre-là, je me suis surtout arrêtée sur la question du HDR,
pour ce qui est de la restitution du contraste, qui reste encore étranger à nos salles de cinéma et qui creuse un peu l'écart entre les modes de diffusion à la fois domestiques et celui du cinéma, et qui pourtant est un outil qui, au sujet du ciel, est particulièrement parlant, puisqu'il va nous permettre finalement de nous rapprocher de la sensation du ciel au point, comment dire, en tant que en tant que stimuli visuel pur en fait. La sensation de contraste, la sensation lumineuse du ciel, c'est quelque chose qui est explorable en fait avec le HDR, qui offre toute une nouvelle dimension, un nouveau champ d'exploration pour les chefs-op. Pour ce qui est du domaine de la couleur, je me suis surtout intéressée, ça s'est surtout un peu centralisé sur les questions du bleu du ciel en tant que couleur de mémoire, couleur de référence qu'on a tous et toutes en tête, et qu'est-ce que ça entraîne en fait au contraire chercher à se rapprocher de cette couleur souhaitable qui avait été pensée notamment par Kodak, ou au contraire chercher à s'en éloigner pour diverses raisons. Et enfin, je me suis attachée plus largement à des questions de composition, donc autant des réflexions sur ce que signifie que de morceler le ciel par le cadre, de se confronter à cette voûte céleste avec une image en 2 dimensions, que des questions aussi d'agencement interne, donc comment est-ce qu'on compose avec le ciel sur le plateau, les imprévus, l'importance de la météorologie dans ce qu'elle peut, comment est-ce qu'elle peut être utilisée à la fois pour soit soutenir une image, soit en être le contrepoint. Mais aussi, voilà, qu'est-ce que ça implique quand on cherche à recréer le ciel, donc que ce soit quand on le recompose avec des pelures ou par des effets spéciaux pratiques, voire avec des outils numériques, donc quand on s'extrait carrément là de la matière réelle physique. Donc que ce soit pour les questions de contraste, de couleur ou de composition, ce qui était intéressant, c'était finalement de se rendre compte que la recherche de la vraisemblance n'était pas forcément la principale ligne directrice, alors que pourtant c'est un élément pour lequel, comme j'ai dit, on a beaucoup de références, avec lequel on est tous et toutes très familiers, on a tous très fort en tête. Mais en fait, si on revient à des questions de notre rapport anthropologique face au ciel, c'est souvent cette capacité à évoquer un ailleurs qui est privilégié en fait, et qui est particulièrement riche pour le cinéma. Parce que en fait, son l'étrangeté du ciel peut être un outil narratif très fort, et surtout un outil de construction d'un univers digétique affirmé. Donc voilà. Finalement, en fait, du coup, cette recherche, elle permet de comprendre que plus largement que le ciel, il oblige à une posture de dialogue avec le réel, que c'est finalement assez intéressant que le processus de création de l'image cinématographique, il vient et il se doit en fait de résoudre ce paradoxe que j'évoquais au début de la présentation, qui est le paradoxe entre l'existence d'un ciel physique et d'un ciel symbolique. C'est que finalement, le chef opérateur ou la chef opératrice, il doit se servir de cette matière réelle pour construire une matière digétique. Et peut-être même en allant plus loin, pour construire ce ciel symbolique aussi, puisque finalement, si nos représentations du ciel sont jamais neutres parce que comment dire, chargées de culture et de nos imaginaires, finalement, notre perception même du ciel, que ce soit en tant qu'individu ou sur le plateau en tant que chef opérateur ou chef opératrice, cette perception qu'on a du ciel réel, elle est aussi façonnée par nos représentations. En fait, les représentations qui ont été construites avant nous et que nous construisons modèlent aussi notre perception du réel en retour. Donc voilà, c'est une recherche autour d'un simple objet qui est l'occasion d'une réflexion plus ontologique sur nos outils. Et c'est un objet qui, même s'il paraît assez commun et banal, c'est un objet qui est confrontant et qui ouvre sur cette question plus large de notre rapport au réel en tant qu'artisan d'une diégèse. Juste un mot, parce que je pense que on l'a vu un peu avec tous les quatre. Là, pour ta recherche aussi, c'est les temps justement de cette réflexion et tout, parce qu'au départ, c'était pas ça. Au départ, forcément, c'est l'aspect technique, puisque c'est l'école Le Lumière, mais cette excursion que tu as fait du côté de l'anthropologie était vraiment fondamentale.
Et je pense, pour t'avoir lu, que ça a changé aussi ta façon de concevoir même les métiers, de dire oui, on doit s'approprier des outils, c'est l'artisanat, etc. Il n'y a pas que ça. Face au réel aussi, on se pose aussi ces questions. Et les films de fin d'études que tu as fait, il y a évidemment une maîtrise technique énorme, mais les rendus, c'est surtout parce que tu as pris en compte ces facteurs anthropologiques, n'est-ce pas? Donc, je pense que ça va te travailler aussi dans la suite de ton métier. Donc, Oui, oui. je pense qu'on doit finir parce que donc je ne peux pas passer la parole au public, désolé.